Bonjour chers étudiants, nous continuons notre cours sur le deuxième chapitre intitulé Champ et potentiel électrostatique. La dernière fois, on a vu la notion de potentiel électrostatique. Aujourd'hui, on va essayer de voir la notion de potentiel électrostatique. Pour ceci, on va commencer par définir ce qu'on appelle circulation du champ électrostatique. On définit la circulation élémentaire du champ électrostatique par la relation suivante. Petit delta C qui est égal au produit scalaire de E, scalaire l'élément de longueur dl entourant le point M. Et si on veut définir la circulation totale du champ E, on considère une courbe appelée chemin, qu'on va noter L de A à B, qui passe du point A au point B. Donc la circulation du champ E de A à B le long du chemin LAB et CAB qui est égal à l'intégrale de E scalaire dl. Comme on le voit sur la figure, le point M, il parcourt la courbe ou le chemin AB du point A vers le point B. Et dl, c'est l'élément de longueur au voisinage du point M. Après avoir défini la notion de circulation du champ électrostatique, on va essayer maintenant de l'appliquer dans le cas d'une charge ponctuelle. Pour ceci, on se place en coordonnées sphériques caractérisées par les variables r, θ et phi et les vecteurs unitaires ER, Eθ, Eφ. On sait que le champ électrostatique en un point M, créé par une charge Q placée au point O, est donné par E en M est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R carré selon le vecteur ER. Puisque la circulation élémentaire du champ électrostatique est donnée par E scalaire dl, alors on peut écrire que cette circulation élémentaire est égale à Q sur 4pi epsilon 0 R carré ER scalaire dl. Comme on le voit sur la figure, donc dl, c'est l'élément de longueur entourant le point M, et on a la charge Q placée au point O, telle que la distance OM, il est égal à R, et OM est selon le vecteur ER. Or, en coordonnées sphériques, on sait que l'élément de longueur dl, il s'écrit dr selon ER, plus R dθ selon Eθ, plus R sinus θ dφ selon Eφ. Alors, la circulation élémentaire est égale ER scalaire dr, donc il va rester seulement l'élément dr, et donc on obtient delta C égale à Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Pour obtenir maintenant la circulation sur le chemin L de A à B, on va intégrer de A à B petit delta C. Et donc, on obtient la circulation C qui est égale à Q sur 4pi epsilon 0 qui sort de l'intégrale puisqu'il s'agit d'une constante. L'intégrale de A à B de 1 sur R carré dr. Et puisque la primitive de 1 sur R carré c'est moins 1 sur R, alors on obtient C qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 facteur 1 sur RA moins 1 sur RB. Qu'on peut écrire sous la forme, c'est Q sur 4pi epsilon 0 RA moins Q sur 4pi epsilon 0 RB, qu'on écrit comme étant la différence de VA moins VB. On constate ici que la circulation du champ électrostatique E ne dépend pas du chemin suivi, puisque le résultat final, on a seulement
une grandeur qui dépend du point A et une grandeur qui dépend du point B. Et donc, cette circulation dépend seulement du point de départ A et du point d'arrivée B. Alors, si on considère maintenant le cas d'une courbe fermée, c'est-à-dire on part d'un point A et on revient à ce point-là, et donc en remplaçant A, qui est équivalent à B dans la formule qu'on vient d'obtenir, alors la circulation du champ devient nulle. On dit que la circulation du champ électrostatique est conservative. En regardant l'expression de la circulation, on peut définir une notion qu'on appelle le potentiel électrostatique, qu'on va noter V en M, qui est créé par le cas d'une charge ponctuelle Q par Vm, qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois 1 sur R plus une constante. C'est l'expression qui apparaît dans la circulation, dans laquelle on a obtenu c'est Va moins Vb. Donc en remplaçant Va par l'expression ici, à la place de R, on remplace Ra, et à la place pour Vb, on remplace R par Rb, on obtient l'expression de la circulation qu'on a démontrée. Donc le potentiel, d'après cette formule-là, il est défini à une constante additive près. Et si on considère le cas d'une distribution d'extension finie, on choisit toujours par convention V de l'infini égale 0. Et en remplaçant R par l'infini, 1 sur R devient nul, ce qui donne que la constante sera nulle. Mais ceci, c'est valable seulement dans le cas d'une distribution d'extension finie. D'où on peut écrire que le potentiel créé par une charge ponctuelle est donné par V qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois 1 sur R, puisque la constante, on a trouvé qu'elle est nulle. Le potentiel, comme on le voit, c'est une grandeur scalaire. Il a comme unité, dans le système international des unités, le volt. L'expression qu'on vient d'établir est valable pour le cas d'une charge ponctuelle. Maintenant, on va généraliser cette expression dans le cas d'une distribution discrète de charge. Alors dans ce cas-là, on considère une charge ponctuelle QI placée au point PI, tel que I il varie de 1 jusqu'à N. Le potentiel créé au point M, ce n'est que la somme des potentiels VI d'après le théorème de superposition. Et en remplaçant VI par leur expression, on obtient que V au point M, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la somme des QI sur PIM. Maintenant, si on considère le cas d'une distribution continue de charge, et en se plaçant dans le premier cas d'une distribution volumique, alors on peut écrire que le potentiel V est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale triple sur le volume de la distribution de ρ fois d taux sur Pm. Cette expression, on l'a établie d'après le théorème de superposition, comme on a fait dans le cas du champ électrostatique, dans le cas d'une distribution volumique. Pour le cas d'une distribution surfacique, avec le même théorème de superposition, on obtient V qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale sur la surface contenant les charges de sigma ds sur Pm. Et pour le cas d'une distribution linéique, on obtient V qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, lambda dl sur Pm. Après avoir défini le potentiel électrostatique, maintenant on va essayer d'établir la relation entre le champ et le potentiel électrostatique. Le potentiel V au point M, créé par une charge ponctuelle, par une distribution discrète ou continue de charge, est relié au champ électrostatique par la relation de la circulation, donc dV qui est égal à moins E scalaire dl, puisque dV, ce n'est que moins la circulation élémentaire. Prenons maintenant comme exemple le cas des coordonnées cartésiennes. Donc dans ce cas-là, le champ E
a comme coordonnées EX, EY, EZ. Et l'élément de longueur DL a comme coordonnées DX, DY, DZ. Or, on sait que la différentielle totale de V en coordonnées cartésiennes s'écrit comme étant d rond V sur d rond X fois dx plus d rond V sur d rond Y dy plus d rond V sur d rond Z dz. En identifiant les deux équations de dv données par le produit scalaire de E scalaire dl et la différentielle de V, en comparant les termes multipliés par dx et dy et dz, on établit que Ex il est égal à moins d rond V sur d rond V sur d rond x. Ey c'est égal à moins d rond V sur d rond y et Ez c'est égal à moins d rond V sur d rond z. D'où on peut déduire la relation entre le champ et le potentiel électrostatique comme étant la relation locale suivante. E en M, il est égal à moins gradient de V au point M, car le gradient de V, ce n'est que d rond V sur d rond X selon Ex plus d rond V sur d rond Y, Ey plus d rond V sur d rond Z selon Ez, ce qui donne les trois relations entre Ex, Ey, Ez et les dérivés de V. Donc le champ E s'écrit comme étant le gradient du potentiel V. On dit que E dérive d'un potentiel V. Le signe moins qui apparaît dans la relation montre que le champ électrostatique est orienté dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus faible. On passe maintenant à la topographie du potentiel et on commence par ce qu'on appelle les surfaces équipotentielles. Donc on définit une surface équipotentielle qu'on va noter sigma, l'ensemble des points tels que le potentiel est constant. Mathématiquement, on peut écrire que sigma il est égal l'ensemble des points M tels que V égale une constante. Bien sûr, lorsqu'on change la constante, on obtient une nouvelle surface équipotentielle. On va prendre maintenant, pour comprendre ce qu'on vient de dire, l'exemple d'une charge ponctuelle qui est placée au point O, tel qu'on a déjà donné le potentiel, qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R. Donc si on écrit que V égale une constante, alors on obtient que R égale une constante, puisque Q et 4pi epsilon 0 sont toutes des constantes, donc il reste R égale une constante. Alors l'ensemble des points M qui ont R égale une constante, c'est une sphère de centre O. Donc les surfaces équipotentielles ici, ce sont des sphères centrées autour du point O qui contient. On peut généraliser cette forme de surface équipotentielle sous forme de sphère dans le cas d'une charge à symétrie sphérique placée au point O et on peut les représenter comme indiqué sur la figure, donc dans laquelle on a tracé trois surfaces équipotentielles et on a la charge Q, donc il y a une symétrie sphérique et on observe que le vecteur E, il est dirigé de la charge Q vers l'extérieur. Ça, c'est le cas d'une charge positive. Et on observe que E, il est perpendiculaire sur les sphères. Et ce résultat, donc on va le généraliser pour n'importe quelle surface et non pas seulement pour le cas des surfaces équipotentielles sphériques. On va essayer maintenant de voir les propriétés des surfaces équipotentielles en liaison avec les lignes de champ qu'on a définies pour le cas du champ électrostatique. Donc la première propriété, c'est que le potentiel décroît le long d'une ligne de champ. C'est-à-dire, lorsqu'on part sur une ligne de champ, alors le potentiel, donc il va décroître. En effet, on sait que dV, il est égal à moins E scalaire dl, qu'on peut écrire aussi sous la forme moins E scalaire dOm, parce que dl, c'est égal à dOm.
Or, DOM, il est toujours orienté dans le même sens que E. D'après la définition de la ligne de champ, donc E, il est parallèle à DOM, donc ils sont dans le même sens et ils sont parallèles. Alors on déduit que E au point M, scalaire DOM, il est toujours positif ou nul, ce produit scalaire. Alors on déduit que dV est négatif. Et donc la variation du potentiel, elle est négative, c'est-à-dire que le potentiel, il va diminuer. Donc si on regarde sur la figure, donc ici on a tracé trois surfaces équipotentielles dans lesquelles on a le potentiel V1 pour la première surface, le potentiel V2 pour la deuxième et le potentiel V3 pour la troisième. Et la ligne de champ, donc, il est parcouru de la gauche vers la droite. Et puisque le potentiel, donc, il décroît, alors on déduit que V1, il va être supérieur à V2, qui va être supérieur à. La deuxième propriété vérifiée par les surfaces équipotentielles et les lignes de champ, c'est que les lignes de champ sont toujours perpendiculaires sur les surfaces équipotentielles, comme on a vu dans le cas de la charge à symétrie sphérique pour laquelle on a les surfaces équipotentielles, ce sont des sphères. Les lignes de champ, on a dit, sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Alors on va essayer de montrer ceci. Puisque dV il est égal à moins E scalaire dl, alors si on est sur une surface équipotentielle, alors le potentiel est constant. D'où dV c'est égal à 0. Alors, E scalaire dl, il est nul, puisque E scalaire dl, c'est égal à moins dV. Et ceci montre que E, il est perpendiculaire sur dl. Et donc, on déduit que les lignes de champ sont toujours orthogonales sur les surfaces équipotentielles. On peut ajouter pour terminer une remarque sur le fait que les surfaces équipotentielles se resserrent dans les zones où le champ est intense. C'est la même chose que les lignes de champ. Lorsqu'on est dans une zone où le champ est intense, les lignes de champ se rapprochent l'une de l'autre. La même chose pour les surfaces équipotentielles, donc sont plus proches l'une de l'autre que les zones où le champ est moins intense. Voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.